Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de suivre à la lettre les conseils d'un pro, les exercices, les répétitions, les bonnes récompenses et de te retrouver des semaines plus tard avec un chien qui fait toujours exactement la même chose? Ou pire, un chien qui s'est mis à moins réagir, à sembler plus sage, mais qui te donne l'impression d'être ailleurs, comme éteint. Si c'est le cas, tu n'as pas mal travaillé. C'est juste que l'approche qu'on t'a donnée était peut-être pensée pour corriger un comportement et pas pour changer ce qui se passe à l'intérieur du chien. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Au programme, on va aborder ce que la recherche dit aujourd'hui sur le cerveau et les émotions du chien, pourquoi corriger un comportement ne règle souvent pas le problème, les piliers des nouvelles approches et ce qu'elles changent concrètement, comment lire ton chien avant que ça explose et comment construire quelque chose de vraiment durable. Installe-toi, on a à peu près 30 minutes et ça va valoir le coup. Surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un cadeau pour toi. Pendant longtemps, et encore aujourd'hui chez de nombreux professionnels, la rééducation comportementale reposait sur quelques outils bien établis. Le contre-conditionnement. On modifie l'émotion du chien face à un déclencheur en l'associant à quelque chose de positif. Un chien qui réagit au congénère, chaque fois qu'un chien passe, il reçoit quelque chose qu'il adore. L'idée, changer l'émotion, pas le comportement. La désensibilisation systématique. On expose progressivement un chien à ce qui l'affecte en restant sous son seuil. On commence à 100 mètres par exemple, puis 80, puis 60. On ne force pas, on laisse son système nerveux s'adapter. Le comportement alternatif. Plutôt que d'interdire un comportement, on lui enseigne un autre qui remplit la même fonction. Un chien qui saute pour obtenir l'attention, on lui apprend à regarder son humain à la place. Ces méthodes fonctionnent. Elles sont sérieuses, elles ont de vraies bases scientifiques. Mais voilà ce qu'on observe depuis quelques années déjà. Elles ne suffisent pas toujours. Et surtout, elles s'intéressent souvent davantage aux symptômes qu'à la cause. Depuis 2020 environ, le champ de la rééducation comportementale s'est enrichi de concepts qui viennent de plusieurs disciplines. La recherche sur le bien-être animal, la cognition, la neurologie, la science de l'attachement. Et ce qui est passionnant, ce n'est plus seulement comment arrêter le comportement d'un chien, c'est comment aider un chien à aller mieux. Les approches actuelles travaillent sur différents points. Les émotions sous-jacentes plutôt que les comportements visibles par exemple. Le développement de compétences fonctionnelles, pas juste désobéissance. L'agentivité du chien, sa capacité à agir sur son environnement. La construction de la résilience émotionnelle. Je veux m'arrêter un moment sur un concept qui vient d'une étude publiée en 2023, dont Frontier in Veterinary Science par Littlewood et ses collègues, parce que cette étude m'a vraiment marquée. Les chercheurs de cette étude définissent l'agentivité, agency en anglais, comme la capacité d'un animal à s'engager dans des comportements volontaires, autogénérés, dirigés vers un but qu'il est motivé à accomplir. Et ils identifient 4 qualités qui soutiennent cette agentivité. Le choix, c'est-à-dire le pouvoir de décider. Le contrôle, ce qui implique avoir une influence sur ce qui se passe. Le défi, donc être confronté à quelque chose à la mesure de ses capacités. Et la compétence, réussir, progresser, se sentir capable. Quand ces 4 qualités sont présentes, le chien vit des émotions positives. De la curiosité, du plaisir, de l'engagement. Quand elles sont absentes, par exemple un environnement pauvre, l'absence de choix, l'absence de contrôle, le chien peut développer de la frustration, de l'ennui, voire ce qu'on appelle la résignation acquise. Et ça, c'est exactement ce qu'on voit chez des chiens très obéissants au sens traditionnel du terme, mais qui n'ont plus d'étincelles dans les yeux. Un chien qui obéit sans avoir le choix n'est pas un chien équilibré. C'est un chien qui a appris à ne plus essayer. Il y a une différence fondamentale entre gérer un comportement et le transformer.
La gestion, c'est mettre en place des conditions pour que le comportement n'apparaisse pas. Éviter les autres chiens, tenir la laisse plus courte, détourner l'attention. C'est utile, c'est parfois nécessaire dans un premier temps. Mais la gestion ne change pas l'état émotionnel du chien. Si tu enlèves les conditions de gestion, le comportement revient parce que rien à l'intérieur n'a changé. La transformation, c'est différent. C'est travailler sur ce qui produit le comportement. L'émotion, l'expérience passée, la façon dont le chien perçoit le monde. Prenons un exemple concret. Un chien qui tire en laisse. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je t'invite à aller la regarder. Ce qu'on voit, c'est que le chien tire. C'est le symptôme. Mais pourquoi tire-t-il? Dans beaucoup de cas, parce que l'environnement l'écrase. Il y a peut-être trop d'informations, trop de stimuli, trop d'incertitudes. Tirer, c'est sa stratégie pour gérer ça. Souvent, c'est une forme de fuite. Si on travaille uniquement sur le « ne tire pas », on corrige un symptôme. La peur, elle, est toujours là. Ce qu'on va faire à la place, dans une approche moderne, c'est travailler sur la sécurité émotionnelle dans l'environnement. Réduire la charge sensorielle, renforcer les stratégies d'adaptation. Donner au chien des outils pour rester régulé. Et le fait de tirer en laisse, souvent, il diminue de lui-même parce que la cause a été traitée. C'est probablement la partie la plus importante de cet épisode et aussi la moins connue du grand public. Quand on utilise des approches trop directives, comme par exemple trop de correction, trop de contrôle, trop peu d'espace pour le chien, on ne fait pas que ne pas résoudre le problème, on peut créer de nouveaux problèmes. Voici ce qu'on observe. On va avoir peut-être la diminution de la gentilité. Le chien apprend que ses choix n'ont aucun impact et du coup, il s'éteint. On a aussi l'augmentation du stress chronique. Le manque de contrôle sur son environnement est un facteur de stress reconnu chez tous les mammifères. Ou encore la réduction de la résilience. Un chien qui ne peut jamais expérimenter, essayer, se tromper, recommencer, développe moins sa capacité d'adaptation. Mais on a aussi l'apparition de comportements de déplacement, des léchages excessifs, du reniflement compulsif, du grattage, de l'évitement, de la déconnexion. Et il y a quelque chose d'encore plus dangereux, le faux calme. Un chien qui n'aboie plus, ne grogne plus, ne tire plus, n'est pas forcément un chien qui va mieux. C'est parfois un chien qui a arrêté de communiquer. Ça nous amène à la sécurité émotionnelle. La sécurité émotionnelle, ça ne s'enseigne pas comme un assis. Elle se construit à travers des expériences répétées où le chien apprend 3 choses. La première chose, le monde est prévisible. La deuxième, j'ai du contrôle. Et la troisième, je peux réussir. Concrètement, ça passe par des exercices pratiques très concrets. Des exercices de choix, par exemple. Laisser le chien choisir entre plusieurs récompenses. Choisir le chemin en balade. Décider quand il souhaite commencer un exercice ou l'arrêter. Le contrôle perçu est l'un des plus puissants réducteurs de stress. Deuxième point, les recherches olfactives libres. Une chasse au trésor dans l'herbe, une exploration sans objectif imposé. Le chien collecte les informations, prend des décisions, réussit par lui-même. On a aussi encore les exercices de consentement. On va avoir les soins coopératifs, la présentation volontaire du harnais, les boutons de départ. Le chien découvre que sa communication a de la valeur. Mais on peut aussi avoir des défis faciles à réussir, des petits problèmes à sa portée. La clé, c'est un taux de réussite élevé. Pas des défis qui vont l'écraser, mais des défis qui construisent et qui le tirent vers le haut. Et j'insiste sur ce point. La sécurité émotionnelle ne se construit pas en protégeant le chien de toute difficulté. Elle se construit en lui donnant les moyens de réussir face à des difficultés adaptées à ses capacités. Un chien en sécurité, c'est un chien qui sait qu'il peut échouer et recommencer. Pas un chien qu'on a toujours protégé. Abordons maintenant des éléments qui ont des effets documentés très clairs. La réduction du stress et de l'incertitude, l'augmentation de la motivation, meilleure coopération, développement de l'autonomie. Quand un chien peut anticiper ce qui va se passer, son cerveau dépense moins d'énergie à scruter les menaces. Il peut alors apprendre, il peut être disponible.
Et quand on a une vraie influence sur ce qui lui arrive, même petite, quelque chose change dans sa façon d'être face au monde. On ne suit plus un protocole standardisé, on suit le rythme de ce chien. Deux chiens réactifs peuvent présenter exactement le même comportement apparent et nécessiter des plans de travail complètement différents. Parce que l'histoire est différente, la sensibilité est différente, les ressources émotionnelles disponibles chez ces chiens sont différentes. L'apprentissage ne se produit pas au rythme de notre impatience. Il se produit au rythme auquel le système nerveux du chien est capable d'intégrer l'information. Progresser trop vite, c'est risquer l'accumulation du stress, la répétition des échecs, la perte de confiance, la diminution de la motivation. On va voir maintenant une des compétences les plus précieuses et la moins enseignée. Il s'agit de lire le chien avant que le problème n'apparaisse. Et ça demande d'observer des choses très subtiles. Des changements de posture chez le chien, la tension musculaire, la qualité de l'exploration olfactive, les variations de motivation ou encore l'orientation du regard. Mais aussi de reconnaître des états qui se ressemblent mais sont très différents. Le stress discret. Tous les chiens stressés ne s'emballent pas. Certains respirent légèrement plus vite, ferment la bouche brusquement, ralentissent, fixent davantage. Ces signaux passent souvent inaperçus. L'inhibition, souvent confondue avec le calme. Mais un chien inhibé ne choisit pas de rester immobile. Il a simplement appris que ses comportements n'ont pas ou plus d'impact. Peu d'initiative, faible exploration, réponse lente, comportement figé, c'est ça qu'on va pouvoir observer. Puis il y a le faux calme. Le chien ne manifeste plus son inconfort de façon visible, mais son état émotionnel n'a pas changé. Il a juste appris à ne plus le montrer. Le désengagement. On a perte d'intérêt pour l'environnement, abandon rapide face à la difficulté, faible curiosité. Ce n'est pas de la paresse, c'est souvent le signe d'un état émotionnel dégradé. Parlons maintenant de la loi de Yerkes-Dodson. Cette loi, formulée en 1908, reste l'un des modèles les plus utiles en pratique. L'idée centrale, c'est qu'il existe un niveau optimal d'activation émotionnelle pour l'apprentissage. Trop peu de stimulation, pas d'engagement. Trop de stimulation, le système bascule dans la survie et l'apprentissage devient impossible. Et ce seuil, évidemment, varie selon la tâche et selon l'individu. Quand tu travailles avec un chien, tu cherches cet espace. Assez de défis pour qu'il soit engagé, pas trop pour qu'il reste en capacité d'apprendre. Et puis, il faut dire aussi que tous les chiens n'ont pas les mêmes capacités, les mêmes expériences, les mêmes vulnérabilités, ni les mêmes besoins. Vouloir appliquer le même objectif à tous conduit souvent à des frustrations inutiles, pour le chien et pour l'humain. Un accompagnement durable commence par une question simple. Qu'est-ce qui est réaliste pour ce chien dans ce contexte avec les ressources qu'il a à disposition? Parlons maintenant du fait de redonner de l'autonomie émotionnelle. C'est peut-être le concept le plus important de cette vidéo. L'objectif n'est pas que l'humain régule constamment le chien. L'objectif est que le chien développe ses propres compétences de régulation. Concrètement, ça veut dire aider le chien à reconnaître ses limites, prendre de bonnes décisions, s'éloigner quand il en a besoin, récupérer après une difficulté, utiliser ses propres stratégies face au stress. Le but n'est pas un chien qui te regarde pour savoir quoi faire. Le but est un chien qui sait déjà. Maintenant, comment reconnaître qu'une rééducation fonctionne vraiment? Le succès ne se mesure pas seulement par la disparition des comportements problématiques. On peut observer les points suivants. Davantage d'initiative, plus d'exploration, meilleure récupération après un stress, augmentation de la curiosité du chien, plus de comportements de régulation spontanée, davantage de confiance dans les situations nouvelles, moins de dépendance aux consignes de l'humain. Un chien qui va mieux, ça se voit dans des petites choses, dans la façon dont il renifle, dans la façon dont il prend de l'espace,
dans l'étincelle dans ses yeux quand il résout quelque chose par lui-même. Pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, les nouvelles approches en rééducation, c'est un changement de regard. On n'est plus dans du contrôle, mais de la coopération. On n'est plus dans de la correction, mais dans de la compréhension. On n'est plus dans supprimer des symptômes, mais développer des compétences. On n'est plus dans l'obéissance, mais dans de l'autonomie. Et on n'est plus non plus dans observer un comportement, mais lire l'état émotionnel qu'il y a dessous. Ce qui m'anime profondément, c'est que ces approches ne changent pas seulement comment on travaille avec un chien, elles changent la relation tout entière. Maintenant, si tu t'es reconnu dans cet épisode, si tu as l'impression que ton chien sait, mais qu'il n'arrive pas à faire, que vous êtes dans un cycle de réaction, de stress, que vous n'arrivez pas à trouver un rythme stable ensemble, c'est exactement pour ça que je prépare une nouvelle formation, un cours qui sortira en septembre. Ce cours, c'est un accompagnement structuré pour comprendre ce qui se passe réellement chez ton chien, émotionnellement, cognitivement, et pour construire quelque chose de solide à son rythme. On n'est pas dans la gestion de crise, on est dans la construction d'une base. Je t'ai parlé d'un cadeau. Dans le descriptif de cet épisode, je te mets le lien sur une mini-formation gratuite pour amorcer les changements chez ton chien et dans votre relation. Alors n'hésite pas à t'inscrire pour recevoir la formation gratuite par email. Merci d'avoir été là pour m'écouter. Si quelque chose t'a touché ou interpellé, dis-le moi en commentaire, je lis tout. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un autour de toi, n'hésite pas à partager. À très bientôt!